Bonjour à toutes et à tous. Alors imaginez un peu, un homme qui change d'identité comme on change de chemise. Au XIXe siècle, cet homme a réussi l'exploit d'être deux personnes en même temps. Son histoire, c'est un véritable labyrinthe, plein de mensonges audacieux, de drames cachés. C'est l'histoire d'un certain Édouard Duquet, un véritable caméléon. D'un côté, on a Édouard Duquet, un instituteur québécois plutôt simple. Et de l'autre, le vicomte et aidé de Rupert, un aristocrate français super flamboyant, auteur à succès. Le truc, c'est que ce n'est pas deux hommes, c'est le même. Alors la question, c'est comment a-t-il pu jongler avec ces deux vies? C'est cette énigme incroyable qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour comprendre ce maître de l'illusion, il faut revenir au tout début. Remontons à ses origines, là où on commence à voir les premières fissures. Alors voilà, tout commence au Québec. Édouard Duquet, il a 19 ans, il quitte le collège sans diplôme, on sent qu'il cherche déjà un peu sa place. En 1870, il décide de tenter sa chance aux États-Unis et il atterrit à Vergennes, dans le Vermont. Et là, à peine un an plus tard, il se lance dans un projet super ambitieux. Il cofonde un journal, l'Union canadienne. Franchement, sur le papier, ça a tout l'air du début d'une belle histoire, non? Mais voilà, le rêve américain va vite tourner au vinaigre. Ses associés, d'abord un certain Joseph Falardeau puis T.H.N. Lambert, ils sentent que quelque chose cloche avec Duquet. Et en quelques semaines à peine, les deux lui claquent la porte au nez. Le journal est à peine lancé que déjà, la méfiance s'installe complètement autour de lui. Et la confirmation de ses soupçons, elle ne tarde pas. Un journal de l'époque, le Protecteur canadien, va publier une nouvelle assez explosive. L'accusation est directe, sans détour. Duquet a décampé avec une partie de l'argent reçu pour le journal. En gros, il est parti avec la caisse. L'argent des abonnements, les fonds d'une association locale, il a tout embarqué. Son premier chapitre américain se termine comme ça, par un scandale et une fuite. Mais attention, un personnage comme lui ne reste pas KO bien longtemps. Le voilà qui refait surface, cette fois à Érié, en Pennsylvanie. Et là, oubliez l'instituteur en fuite. L'homme qui débarque est une invention totale. C'est là que le caméléon va vraiment montrer de quoi il est capable. Il se présente, tenez-vous bien, comme le vicomte A.E.D. de Rupert. Rien que ça. Un aristocrate français, un intellectuel, un homme de lettres. Il s'est inventé un titre, une histoire, bref, une personnalité de A à Z. Le modeste Édouard Duquet n'existe plus. Place au vicomte de Rupert. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que ça marche, tout le monde y croit. Aéry, ce soi-disant vicomte, devient la star de la ville. Il publie des bouquins, il donne des conférences, il est invité dans toutes les soirées de la haute société. Son culot est payant. Il est vraiment au sommet de son imposture. Sa productivité est juste hallucinante. Il publie des livres sur la politique en France, sur les Mormons. Il fonde même son propre magazine littéraire mensuel, The Cricket. Et le clou du spectacle, il donne des conférences sur la Commune de Paris en prétendant avoir été sur place, témoin de tout. Pour les gens de l'époque, ce n'est pas juste un vicomte, c'est carrément un génie. Et la presse, évidemment, tombe dans le panneau. Un grand journal de Chicago écrit de lui qu'il est un homme d'une grande érudition, d'un goût littéraire raffiné. Son mythe dépasse les frontières de la petite ville d'Érié. Personne, mais alors personne, ne se doute que derrière ce grand écrivain se cache en fait le petit escroc du Vermont. L'illusion est totale. Mais on le sait bien, ce genre d'imposture, ça ne dure jamais éternellement. Ce château de cartes, si impressionnant soit-il, était voué à s'écrouler. Et c'est là que les choses commencent à se gâter pour notre vicomte. Alors, on peut se poser la question, comment faisait-il? Quel était le secret de son prétendu génie? Comment pouvait-il écrire autant et sur des sujets si variés? Eh bien, la réponse est d'une simplicité désarmante, et c'est sans doute le plus vieux truc du monde littéraire. Le plagiat, tout simplement. Regardez bien cette comparaison. À gauche, on a un texte original d'un certain Hazard Stevens. À droite, ce qu'a écrit notre vicomte. C'est quasiment la même chose, mot pour mot. Son secret, ce n'était pas le génie, c'était le copier-coller. Toute sa brillante carrière reposait sur du vol intellectuel à très grande échelle. Mais cette histoire va bien au-delà des livres, plagiés. Parce que derrière le succès public du vicomte, il y a une phase beaucoup plus sombre, une véritable tragédie privée. Et ces mensonges ont eu un coup, humain, un coup terrible, surtout pour ses proches. La victime la plus innocente de toute cette mascarade, c'est sans doute sa propre fille, Atala. Elle a été élevée principalement par sa grand-mère, un peu à l'écart de l'imposture de son père. Mais en 1892, sa grand-mère meurt et Atala se retrouve seule. Elle a 17 ans. Et son père, trop occupé à maintenir son personnage de vicomte, prend une décision terrible. Il la fait interner dans un asile psychiatrique. Elle y mourra 10 ans plus tard, à seulement 26 ans. Une vie brisée, sacrifiée pour la vanité de son père. Le véritable début de la fin, pour lui, c'est en 1896, quand sa femme, Catherine, décède.
C'est comme si sa mort avait libéré les langues. Les rumeurs deviennent des accusations. Le vernis finit par craquer, et les habitants d'Héry voient enfin le vrai visage de l'homme derrière le vicomte. L'idole devient un paria. Il n'a plus le choix. Il doit fuir. Encore une fois. C'est là que commence le dernier acte de sa vie, celui de l'exil. La gloire du vicomte s'est évanouie. Il ne reste qu'un homme vieillissant, à la dérive, qui essaye de s'en sortir avec les quelques restes de son ancien charisme. Le caméléon essaye bien de changer de peau une dernière fois, mais la magie n'opère plus. Il erre de ville en ville, il utilise des faux papiers pour obtenir des crédits. Il réussit quand même un dernier petit coup d'éclat en épousant une riche hôtelière en 1902. Et puis vient l'aveu final, en 1908. Il devient citoyen américain et dans l'acte, il renonce officiellement à son titre de vicomte. C'est fini. Le vicomte est mort pour de bon. Il prend un dernier nom, Edgar Dupuy, et essaye de disparaître. Et ce tableau y résume parfaitement sa trajectoire. Entre les années 1870 et la fin des années 1890, il est le vicomte, un intellectuel célébré. Ensuite, jusqu'en 1910, il n'est plus qu'un vagabond qui vit de son charme et de ses dettes. Et pour les 20 dernières années de sa vie, sous le nom d'Edgar Dupuy, il n'est plus qu'un journaliste qui finit dans la misère. En quelques décennies, il est passé du sommet au néant. La chute est spectaculaire. Et voilà le point final. Le 5 mai 1928, Édouard Duquet, ou le vicomte de Rupert, ou Edgar Dupuy meurt. Seul. Pauvre. Dans un hospice pour incurables. Quelle fin silencieuse, quelle fin misérable pour un homme dont toute la vie n'aura été qu'un tourbillon de mensonges et de faux semblants. En y réfléchissant, l'histoire d'Édouard Ducas a une résonance assez folle aujourd'hui, non? À notre époque, avec les profils qu'on se crée sur les réseaux sociaux, avec les influenceurs, est-ce que l'art de s'inventer une vie, d'être un peu son propre escroc, a vraiment disparu? Ou est-ce que finalement, on a juste des outils plus modernes pour le faire? C'est une question qui fait réfléchir. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous.